Essayons de comprendre en quoi les accidents génétiques de la méiose peuvent intervenir dans la diversification des génomes. Alors, certains accidents sont à l'origine d'une diversification du karyotype. Alors, c'est quoi le karyotype? C'est l'ensemble des chromosomes que, globalement, vous mettez à plat. Ça veut dire si dans une cellule, il y a un noyau, dans ce noyau, il y a, dans l'espèce humaine, 23 paires de chromosomes, eh bien, si vous étalez vos 23 paires de chromosomes de manière à pouvoir les identifier tous, eh bien, vous obtenez ce que l'on appelle un karyotype. Donc, il existe des accidents qui peuvent générer, au niveau du karyotype, eh bien, un certain nombre de diversifications. C'est pour ça qu'on parle d'accidents génétiques. Et en quoi est-ce que la méiose est concernée par ces accidents génétiques, et en quoi, en fait, il peut y avoir en conséquence donc une certaine diversification des génomes. Alors, partons de 3 paires de chromosomes. On va dire les chromosomes jaunes, les chromosomes verts et les chromosomes rouges. Donc il y a 3 paires de chromosomes. On a 2 chromosomes jaunes qui sont homologues entre eux, 2 chromosomes verts homologues et 2 chromosomes rouges homologues. On peut avoir plusieurs anomalies au niveau de la méiose. Donc on peut avoir des accidents génétiques qui correspondent à des anomalies. On peut avoir ce que l'on appelle une translocation chromosomique. Donc ça veut dire que, par exemple, sur un des 2 chromosomes jaunes, on peut avoir un petit morceau de chromosome vert qui vient s'implanter, enfin se fixer, entre guillemets. Ce qui fait que on a par exemple un chromosome jaune normal parmi les 2 homologues, mais un chromosome jaune sur lequel il y a eu la fixation d'un petit morceau du chromosome vert, et sur le chromosome vert, de ce fait-là, on peut très bien avoir un petit morceau du chromosome jaune. Donc il a pu y avoir ce que l'on appelle des translocations chromosomiques. Donc finalement, on se retrouve avec, dans cet exemple-là, une paire de chromosomes homologues rouges tout à fait normale, un chromosome vert tout à fait normal, mais un chromosome vert sur lequel il y a eu une translocation d'un petit morceau de chromosome jaune, et un chromosome jaune normal, et un chromosome jaune sur lequel il y a eu un morceau de chromosome vert. Donc là, on a bien un accident qui a généré un phénotype, un génotype différent. Deuxième type d'anomalie, ça peut être au cours de la migration des chromosomes au cours de la méiose. Alors, la migration des chromosomes se fait par exemple au niveau de l'anaphase. On a l'anaphase 1 qui sépare les chromosomes homologues entre eux, puis l'anaphase numéro 2 qui sépare les chromatides qui se sont dupliqués un petit peu avant le début de la méiose. Donc on peut avoir une anomalie de migration des chromosomes au cours de la méiose. Par exemple, alors toujours notre exemple de 2 chromosomes homologues jaunes, 2 verts et 2 rouges. Et bien au cours de la migration, on peut avoir par exemple 3 chromosomes jaunes qui se mettent en place. On peut avoir donc ces 3 chromosomes jaunes, et puis les 2 autres paires de chromosomes peuvent être normales. Il n'y a pas d'anomalie de nombre. En fait, on a toujours 2 chromosomes verts, 2 chromosomes rouges, tout à fait normaux. Il n'y a pas eu de translocation. Là, on parle juste anomalie de migration au cours de la méiose. Donc on se retrouve avec un chromosome surnuméraire. Bon. Ça, c'était le deuxième cas d'accident générateur d'une diversification du
karyotype, donc du génotype, entre guillemets, mais du nombre de chromosomes. Puisque le karyotype est basé sur l'étude des chromosomes, voire le nombre de chromosomes en qualité, en quantité, du moins en qualité, après c'est autre chose. Bon. Et puis on peut avoir, troisième anomalie, une fusion chromosomique. Simplement une fusion. Ça veut dire que ce qui est différent par rapport à la translocation, on échange du matériel, mais on conserve la totalité du matériel génétique. Donc la totalité des chromosomes en tout cas. Mais concernant la fusion, on peut très bien il va manquer des petits morceaux. Il peut très bien manquer un petit morceau, mais que l'on retrouve sur une autre partie d'un autre chromosome. Je prends un exemple. Sur le chromosome jaune, eh bien, on a un petit morceau de chromosome rouge qui est venu se fixer. Mais sur le chromosome rouge, en compensation, on n'a pas de petits morceaux jaunes. Donc vous voyez toute la différence par rapport à la translocation. Translocation, on échange du matériel. Et fusion, en fait, il y a un petit morceau qui va fusionner sur un autre, mais il n'y aura pas d'apport sur le chromosome qui a perdu, en fait, un petit morceau de chromosome. Donc voilà, ça c'est la troisième anomalie, troisième accident qui peut avoir lieu au cours de la méiose et qui va faire en sorte que, eh bien, au niveau de l'individu, il va y avoir une diversification des génomes. Alors, les anomalies sont souvent létales avant la naissance. Elles peuvent permettre de diversifier le karyotype quelquefois sans qu'il y ait d'anomalie, puisqu'on a on peut avoir dans certains cas la totalité de l'information génétique. Seulement, elle n'est pas située aux mêmes endroits. Alors, le problème va pouvoir venir s'il y a des contrôles au niveau des gènes. Bon, ça c'est un autre problème. On peut très bien avoir une mise en place d'une barrière de reproduction entre populations également, sachant que certaines populations vont pouvoir accepter de manière bénéfique, relativement bénéfique, ces accidents, et d'autres non. Bon. Donc ça veut dire que certains mécanismes vont enrichir en fait les génomes et d'autres non. Et on peut très bien même avoir de nouvelles fonctions qui apparaissent. Alors, quels sont les mécanismes génétiques qui vont pouvoir enrichir les génomes? Alors, il y a plusieurs types de mécanismes. Il peut y avoir de nouveaux gènes. Et donc, de nouveaux gènes vont conférer évidemment de nouvelles fonctions, évidemment, puisque lors de l'expression de ces nouveaux gènes, on va obtenir un phénotype moléculaire, donc une molécule, qui aura une fonction laquelle on ne sait pas, on ne peut pas dire, là, on ne prend pas d'exemple. On dit simplement, de manière générale, que si un nouveau gène apparaît, une nouvelle protéine due à l'expression de ce gène va pouvoir faire partie du métabolisme. Et à quel niveau du métabolisme cette protéine va intervenir? Bon, elle peut intervenir, mais on ne sait pas où, bon, évidemment, dans le contexte de l'étude générale. On peut très bien avoir des mécanismes qui vont multiplier le nombre de gènes. C'est tout à fait possible. On peut très bien avoir des mécanismes qui vont faire que des gènes apparentés vont se différencier au cours du temps. Donc de mutation en mutation, on va avoir des différences. Par exemple, dans le cas de nouveaux gènes qui apparaissent, on peut avoir un gène intervenant dans une fonction métabolique avec... Par exemple, on peut avoir une duplication de ce gène. On peut avoir des mutations indépendantes également. Donc en fonction du temps, on peut obtenir des familles multigéniques qui vont posséder plusieurs gènes qui seront apparentés et qui vont intervenir dans plusieurs fonctions biologiques, peut-être des fonctions tout à fait nouvelles. Donc ça veut dire que certains gènes confèrent des fonctions nouvelles du fait qu'ils vont intervenir dans une fonction biologique particulière jusqu'à obtenir avec le temps donc, des familles multigéniques. Donc par exemple, on a un gène qui intervient dans une fonction biologique. Suite à une duplication, ce gène est dupliqué évidemment. Suite à une mutation indépendante, on peut obtenir un autre gène qui aura une autre fonction encore. Mais suite à la duplication,
on peut très bien avoir d'un côté une mutation encore indépendante, une autre mutation indépendante, donc directement une duplication, puis une mutation indépendante, puis à nouveau une duplication, puis à nouveau une mutation. Donc on obtient à nouveau une protéine, enfin un gène qui aura une fonction particulière, et on peut faire que à partir d'une première duplication, puis une première mutation, on obtienne à nouveau une duplication et à nouveau une mutation. Voilà, donc ça veut dire que de mutation en mutation, on obtient toujours, on alimente en fait cette famille multigénique. Donc autre cas, on peut très bien avoir une duplication, une mutation encore, à nouveau une duplication et deux autres mutations indépendantes. Voilà. Donc, ce qui fait qu'à partir d'un gène, on peut obtenir, de fil en aiguille, 4 gènes, donc 4 allèles nouveaux, en tout cas, ou 4 gènes nouveaux éventuellement, ce n'est pas forcément que des allèles, et on n'est pas forcément dans le polyallélisme, on peut être dans le polygénisme, entre guillemets. Et puis ce gène ancestral peut très bien ne plus exister également, puisqu'il se serait transformé au cours de l'évolution et au cours du temps en 4 autres gènes différents, entre guillemets, hein. Bon, c'est juste entre guillemets. Ensuite, donc on peut avoir, je vous ai dit, un mécanisme qui multiplie les gènes par crossing over inégal par exemple. Donc ça veut dire que, imaginons, on a 2 chromosomes homologues, et sur le premier chromosome homologue, on a le gène A, le gène B, le gène C. Sur une chromatide, on a bien le gène A, le gène B, le gène C. Sur la deuxième chromatide, on a bien le gène A, le gène B, le gène C. Mais sur le deuxième chromosome homologue, et pas forcément homologue, quelquefois, c'est ça tout l'intérêt, enfin tout l'intérêt entre guillemets, on peut très bien avoir un gène A, un gène B, un gène C sur le deuxième, là on parle de cas de chromosome homologue. Et sur la deuxième chromatide, gène A, gène B, gène C, mais on peut très bien avoir un crossing over qui soit décalé. En fait, ça veut dire que si vous prenez un gène, enfin un chromosome qui est de cette grandeur et l'autre de cette grandeur, vous imaginez une deuxième chromatide, donc deux chromatides, que je ne représente pas, je fais qu'un seul doigt, et donc il y a les chromatides parentaux et les chromatides qui vont être recombinés par crossing over. Mais on peut très bien avoir un décalage dans ce sens-là avec crossing over entre deux chromatides décalées. Ce qui fait qu'on se retrouverait avec la deuxième chromatide du premier chromosome qui, après crossing over, posséderait le gène A et le gène C, mais ne posséderait plus le gène B ni le gène C originel. Et puis on se retrouverait avec le deuxième chromosome qui posséderait en fait le gène A, le gène B, le gène B, le gène C. Donc ça veut dire qu'on a bien une duplication de gènes. Alors faites le schéma pour bien comprendre. Hein. Alors, si vous n'avez pas bien compris, bon, je vais répéter. Hein, imaginons, on a une anomalie qui correspond à un crossing over, mais le crossing over se fait de manière inégale. En théorie, dans les crossing over, il y a un échange équitable de matériel. Bon. Mais si, comme je vous ai dit, au lieu que les chromosomes se mettent comme ça, les chromosomes homologues, et puis qu'il y a un échange de matériel, un petit bout là, un petit bout là, là on a un décalage, et ce qui fait qu'on a juste un petit morceau qui va aller de l'autre côté, et un autre morceau qui va aller de l'autre côté. De telle sorte que pour la première chromatide du premier chromosome homologue, on aurait gène A, gène B, gène C. Pour la deuxième chromatide du chromosome homologue, du premier chromosome homologue, on aurait gène A, gène B, gène C. Pour la chromatide du deuxième chromosome homologue, on aurait gène A, gène B, gène C. Pour la deuxième chromatide, on aurait gène A, gène B, gène C. Et lors du crossing over avec un décalage des chromosomes, on aurait, pour la première chromatide, gène A, gène B, gène C. Pour la deuxième chromatide, on aurait gène A, gène C. Donc, cette chromatide perd gène B, gène C.
enfin du petit morceau de la deuxième chromatide du premier chromosome homologue. Donc on aurait gène A, gène B, gène C. Et pour la deuxième chromatide du premier chromosome homologue, on aurait gène A, gène C seulement. Et pour la dernière chromatide du deuxième chromosome homologue, on aurait gène A, gène B, gène C. Et là, on voit bien qu'au final, on a bien gène A, gène C pour une chromatide, et on aurait bien gène A, gène B, gène C pour la deuxième chromatide, concernant les chromosomes qui ont subi le crossing over décalé. Donc voilà, bon, c'est un exemple d'anomalie, et puis de fil en aiguille, donc on se retrouve avec un double gène B dans cet exemple-là. Donc on a bien un gène qui est dupliqué. Il est en 2 exemplaires. Alors ensuite, donc le gène, chaque gène va s'exprimer pour donner une protéine, mais on peut très bien avec le temps, enfin il peut très bien avec le temps exister des mutations de chacun de ces gènes, mais ce ne sont pas les mêmes mutations. Ce qui fait qu'on arrive tout doucement, on peut arriver tout doucement à avoir une dérive génétique avec le temps. Bon, donc là c'était un gène dupliqué, alors que tout à l'heure on avait vu que donc, de nouveaux gènes conféraient de nouvelles fonctions suite à la duplication suivie de mutation d'un gène originel. Ensuite, on a dit on peut très bien avoir aussi des gènes apparentés qui se différencient au cours du temps. Ça veut dire que on a un gène dupliqué gouvernant une fonction, donc ça provient donc par exemple du gène dupliqué suite à des crossing over anormaux avec décalage de la position des chromosomes homologues en fait. Et on peut très bien avoir donc pour chacun des gènes, comme je vous ai dit, une mutation, mais ce ne sont pas les mêmes mutations automatiquement. Bon, ça veut dire que le gène dupliqué, le premier gène dupliqué, enfin le gène originel mais qui n'a pas été dupliqué, parce qu'il y a le gène qui est dupliqué, qui est venu se mettre avec le gène dupliqué, non dupliqué. Bon bref, donc on se retrouve avec 2 gènes, l'un a été dupliqué, enfin il a été dupliqué, donc on se retrouve avec 2 gènes. Donc le premier gène va pouvoir subir une mutation M1, M2, M3 et donner un autre gène qui aura une fonction différente. L'autre gène dupliqué, entre guillemets, peut subir des mutations M1', M2', M3' et donner un autre gène au final qui n'aura pas du tout la même fonction. Vous voyez donc trois anomalies majeures, donc des accidents génétiques qui se produisent au cours de la méiose, par exemple, ou au cours du temps, lorsque l'on considère les mutations et qui font qu'il y a une diversification relativement importante sur le long terme, court ou long terme, de la diversification du karyotype, en fait. Donc, je répète, il y a eu donc anomalie de migration des chromosomes au cours de la méiose. On peut avoir translocation chromosomique, on peut avoir fusion chromosomique. Et concernant les mécanismes génétiques qui enrichissent les génomes, alors que tout à l'heure on parlait d'accidents générateurs d'une diversification du karyotype, eh bien ces mécanismes génétiques qui enrichissent les génomes peuvent être des mécanismes qui vont multiplier les gènes par duplication de certains gènes. Ensuite, ces gènes peuvent évoluer pour eux-mêmes de mutation en mutation et finir par devenir des gènes qui auront une fonction tout à fait différente. Donc des gènes apparentés vont se différencier au cours du temps. On peut remonter la généalogie entre guillemets de ces gènes pour voir à quel moment il y a eu duplication, en fait. Et puis troisième chose, c'est que de nouveaux gènes vont pouvoir conférer de nouvelles fonctions suite à des duplications et mutations successives. Bon, voilà, donc c'était l'aspect accident génétique au cours d'une méiose ou au cours du temps, et on a bien une diversification des génomes qui se font grâce à tous les mécanismes que nous venons de voir. Alors essayons de détailler un petit peu plus maintenant. Tout à l'heure, dans un autre cours, je vous ai dit, donc je résume, et après j'essaie de remonter la filière pour essayer de mieux comprendre. Alors qu'habituellement on fait plutôt une étude exhaustive, et puis on termine par un bilan. Là je fais le contraire, je remonte en arrière. Donc on a dit,
accident génétique de la méiose et diversification des génomes. On a déjà compris parce qu'on a fait un bilan. Donc ça veut dire qu'essayons de mieux comprendre les choses encore. On a des karyotypes, c'est-à-dire un ensemble de chromosomes que vous allez mettre à plat sur une table et que vous allez étudier. Eh bien, ces chromosomes peuvent subir des modifications. On peut avoir des anomalies chromosomiques. Anomalies chromosomiques, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que ce sont des accidents qui peuvent être bénéfiques ou non et qui, au cours de la méiose, vont pouvoir se produire. La méiose, c'est une division cellulaire qui permet la formation des gamètes et c'est vraiment un point clé, c'est un mécanisme clé dans l'évolution des êtres vivants et dans la diversification des génomes, en fait. On peut très bien avoir une migration, puisque évidemment au cours des anaphases 1 et 2, on a des migrations d'une part de chromosomes homologues qui se séparent lors de l'anaphase 1, et d'autre part, migration des chromatines qui se sont dupliquées au préalable, avant la mise en place de la méiose. Donc, évidemment, lorsque les chromosomes homologues vont migrer au cours des anaphases, au cours de l'anaphase 1, on peut très bien avoir une migration anormale. De même, au niveau de l'anaphase 2, qui correspond globalement à l'anaphase correspondant à une mitose. Bon, enfin, une anaphase de mitose. Mais on peut très bien avoir, puisque lors de l'anaphase 1, chromosome homologue, vous avez deux chromosomes homologues. Ils se séparent. Mais chaque chromosome a été dupliqué. Donc on obtient, alors il faudrait faire comme ça, deux chromatides. Et au cours de l'anaphase 2, ces deux chromatines, reliées par leur centromère, vont se séparer. Mais normalement, une cellule, enfin va dans une cellule, une cellule, mais on peut très bien avoir les deux qui vont au même endroit. Donc ça veut dire que c'est une anomalie de migration. Donc un chromosome va pouvoir migrer de manière anormale en anaphase 1 ou 2, et ça va se traduire par la formation de gamètes qui vont avoir un chromosome supplémentaire, et l'autre cellule, automatiquement, va avoir un chromosome, il va lui manquer un chromosome en fait. Donc ça veut dire soit on a un chromosome surnuméraire, soit il en manque un. Alors, après la fécondation, évidemment, s'il y a un chromosome surnuméraire, la cellule œuf, elle apporte, puisque l'ovule apporte donc son lot haploïde de chromosomes, le spermatozoïde apporte son lot haploïde, mais imaginons, il y a trois chromosomes, il y a deux chromosomes au lieu de 1, l'ovule en amène 1, ça nous fait 3. On se retrouve avec 3 chromosomes. Donc c'est bien une anomalie. Et une autre fécondation éventuelle, puisqu'on avait deux parties, donc 0 pour l'autre, 1 pour l'ovule, on se retrouve avec un seul chromosome dans une cellule œuf due à l'anomalie du fait qu'il y a une déficience d'un des deux gamètes qui a perdu, non pas qui a perdu, mais qui n'a pas bénéficié de l'apport d'une chromatine. Donc après fécondation, évidemment, la cellule œuf, par exemple, pourrait être trisomique. Alors trisomique, une trisomie, c'est pas forcément à chaque fois la trisomie 21. Ça peut être 3 chromosomes quelconques. Il n'y a pas que le chromosome 21, puisque la numération se fait de 1 à 23. 23 paires de chromosomes, entre parenthèses. Donc après la fécondation, la cellule œuf pourrait être trisomique, c'est-à-dire posséder pour l'un de ces chromosomes 3 exemplaires au lieu de 2, comme l'exemple de la trisomie 21. Ou bien monosomique, possédant pour l'un de ces chromosomes un seul exemplaire, puisque un chromosome, suite à l'anaphase numéro 2, n'a pas migré dans la deuxième cellule. Voilà. Alors les chromosomes peuvent subir d'autres types d'anomalies, évidemment. Ça peut être des fissions, qui est une scission de chromosomes en 2 chromosomes distincts.
Ça peut être une fusion avec des soudures de deux chromosomes homologues, une fusion de chromosomes non homologues. En théorie, bon, on peut avoir des crossing over entre chromosomes homologues, entre parenthèses, mais on peut très bien avoir aussi des phénomènes qui se passent, donc des échanges entre chromosomes qui ne sont pas homologues. On peut avoir éventuellement des inversions, c'est-à-dire des cassures de chromosomes avec retournement puis soudure. Bon. On peut avoir également des translocations, qui sont des cassures de chromosomes non homologues et soudure avec des échanges réciproques d'une partie du chromosome. Alors évidemment, les conséquences sont importantes pour la personne, pour la descendance qui va hériter de ces erreurs. Eh bien, bon, en général, ces erreurs, lorsqu'elles sont trop graves, elles sont incompatibles avec la vie. Et puis, donc il y aura éventuellement donc un avortement spontané en début de grossesse, ce que l'on appelle les fausses couches. Donc certaines anomalies sont viables. C'est le cas de la trisomie 21 ou de la monosomie X. Bon. Mais en général, bon, quand il y a trop de problèmes de chromosomes surnuméraires ou trop de complications, ça veut dire que le programme génétique n'assure pas sa fonction au mieux et en général, c'est pas viable pour l'individu, pour la descendance. Donc ça veut dire que des modifications du karyotype, on a bien compris que la méiose est à l'origine de très nombreux, peut être à l'origine de nombreuses anomalies chromosomiques, mais ces modifications de karyotype ne sont pas dues uniquement à la méiose, ça peut être dû aussi à une source de diversification au niveau du génome, en fait, c'est-à-dire de l'ensemble des gènes et de leurs allèles fonctionnels, qui s'expriment en tout cas, ou qui se sont exprimés à un moment ou à un autre de leur vie. Parce que n'oublions pas qu'il y a des cellules spécialisées et que tous les gènes ne s'expriment pas en même temps. Si vous prenez un tissu lymphoïde, admettons, ou un tissu hépatique, un tissu musculaire, etc., bien les fonctions ne sont pas les mêmes. Donc ça veut dire qu'il y a des gènes qui sont potentiellement exprimables entre guillemets dans chacune des cellules, mais qui sont réprimés, qui ne s'expriment pas en fin de compte, puisqu'il y a une spécialisation. Et pourtant, si vous réfléchissez bien, on dérive tous d'une cellule œuf qui a, et de fil en aiguille, on devrait tous avoir le programme génétique. Bon, maintenant, et donc toutes les cellules devraient avoir la même fonction. Or, ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'il y a bien des mécanismes qui font que la spécialisation au sein d'un organisme va exister. Alors, certaines espèces sont très apparentées et leur karyotype présente des similitudes très fortes. En fait, par exemple, entre l'homme et le chimpanzé, il y a des similitudes qui sont très importantes, mais pas que le chimpanzé. Il y a d'autres animaux, ça dépend comment on remonte le temps au fil de l'évolution, mais on s'aperçoit qu'il y a une origine commune aux êtres vivants. Donc si on compare les karyotypes de certaines espèces entre elles qui sont plus ou moins proches, eh bien on s'aperçoit qu'il y a une variation du nombre de chromosomes qui peuvent être dues soit à des inversions, par exemple, étrangement, mais bon, on a compris pourquoi, soit à des fusions. Voilà. Les fusions, ça veut dire qu'on peut avoir des petits morceaux surnuméraires. Donc, certaines anomalies chromosomiques dues à des méioses anormales sont une source de diversification du karyotype, donc du nombre de chromosomes, de petits morceaux de chromosomes, etc. Et ces mécanismes vont jouer un rôle important dans l'évolution des espèces. En fait, il y a toujours eu des mutations, enfin on suppose en tout cas, mais il y a toujours eu des mutations, et de mutation en mutation, de fonction en fonction, etc. On arrive à former des êtres vivants d'espèces différentes, c'est-à-dire qui ne peuvent pas se reproduire entre elles, et puis source de diversification des karyotypes qui jouent un rôle très important dans l'évolution des êtres vivants. Donc il y a des configurations différentes du karyotype qui vont pouvoir constituer ce que l'on appelle des barrières entre populations et qui vont conduire à un isolement reproducteur qui peut conduire même à ce que l'on appelle une spéciation. Alors, on a dit que des accidents génétiques de la méiose et une diversification des génomes sont importants lorsque l'on parle en termes d'évolution
de modification de la fonction des génomes. Donc modification du karyotype, on vient de le faire. Avec la méiose, on a vu que la méiose est à l'origine d'anomalies chromosomiques et on a vu qu'il y a une source de diversification génomique très importante au cours de l'évolution. Alors un enrichissement du génome est tout à fait possible en parallèle avec la modification du karyotype. Ça veut dire que au moins deux choses vont intervenir. La méiose, qui sera évidemment à l'origine de la duplication, enfin qui, pas évidemment, mais qui est à l'origine de la duplication de certains gènes, comme je vous l'expliquais précédemment, hein, lorsque l'on a commencé par le bilan, on a bien pris un exemple au niveau des crossing over avec décalage, on peut très bien avoir une duplication de certains gènes, en fait. Bon. Et deuxième chose, après la méiose, donc, qui est à l'origine de la duplication des gènes, on peut avoir d'importantes conséquences sur l'évolution des espèces concernant cet enrichissement du génome. Donc là, on voit bien que nos accidents génétiques de la méiose et la diversification des génomes nous permettent de comprendre en quoi, au cours de l'évolution, des transformations génomiques se produisent de manière plus ou moins importante. Parce qu'il y a des mécanismes très fins, basiques en fin de compte, mais qui ont des répercussions qui peuvent être très importantes. Et la preuve, c'est qu'il y a un nombre très très important d'espèces différentes au sein de la vie, au sein de l'existence sur Terre de la vie, aussi bien végétale qu'animale ou humaine. Sachant que l'homme est considéré comme un animal différent des autres. Bon. En quoi est-ce qu'il est différent? On peut le comprendre facilement. L'intellect, le niveau intellectuel fait qu'on peut construire des choses, etc. On peut raisonner, réfléchir d'une manière différente par rapport à une taupe, par exemple. Bon. Donc, enrichissement du génome. La méiose est à l'origine de la duplication des gènes. Imaginons, vous avez un crossing over en prophase 1 de méiose. Les chromosomes homologues sont appariés et habituellement ils sont parfaitement alignés. Ça veut dire si vous avez les chromosomes comme ça veut dire ils vont pouvoir, alors vous imaginez une deuxième chromatide à chaque fois, vous allez pouvoir imaginer un échange de matériel de manière équitable et selon des distances qui sont précises. Donc en général, les chromosomes homologues appariés, c'est-à-dire rapprochés les uns des autres sous forme de chiasma, en fin de compte, eh bien, ils sont habituellement parfaitement alignés de telle sorte qu'un chiasma va se situer au même niveau sur chaque chromosome. Donc il en résulte un simple échange d'allèles entre deux chromosomes sans perte ni gain de matériel. Mais il peut arriver qu'il y ait un décalage de l'appariement des chromosomes et le chiasma à ce moment-là n'est pas situé au même niveau sur les deux chromosomes, mais comme il y a des parties plus ou moins communes puisqu'il s'agit quand même de chromosomes homologues, eh bien, ça veut dire que les portions de chromatides échangées ne vont pas avoir la même longueur. Ça veut dire qu'il peut y avoir une déficience de l'un, et donc l'un, s'il perd un gène, l'autre gagne un gène, ça veut dire que l'autre, qui a déjà son gène, va gagner un deuxième gène. Et donc là, on a bien une duplication. Donc ça veut dire que les portions de chromosomes échangés ne vont pas avoir la même longueur, et un chromosome va se retrouver porteur d'un double exemplaire d'un certain gène, c'est tout à fait possible, alors qu'elle a été perdue par son homologue. Donc on a un gain d'un côté, une perte de l'autre. Donc ça veut dire que la descendance qui va hériter d'une perte d'un gène va hériter d'une déficience en fin de compte, puisque ce gène n'existera plus. La protéine en conséquence qui aura une fonction précise n'existera plus. Donc il peut y avoir une tare, entre guillemets, c'est-à-dire une anomalie par rapport à un non-fonctionnement ou non-apparition d'un produit qui devrait apparaître suite à la catalyse d'un substrat par cette enzyme qui n'existe plus. Alors, quelquefois, les échanges sont silencieux, il n'y a pas de conséquences, mais quelquefois, il peut y avoir une conséquence. Donc, ça veut dire un crossing over inégal va constituer une anomalie, et ce phénomène est qualifié de duplication génétique ou génique. Voilà. Et là, évidemment, on comprend bien qu'il y a un enrichissement du génome
dans le sens d'une duplication, et vous allez voir qu'après, chacun des gènes peut évoluer pour son propre compte de mutation en mutation. Et même, là vous avez compris, on avait parlé de familles multigéniques, et là vous comprenez pourquoi on arrive à des familles multigéniques suite à ces duplications. Par contre, là où le chromosome est déficient, là où il manque un gène, là évidemment, c'est pas un enrichissement du génome, c'est plutôt le contraire. Donc toujours dans cet enrichissement du génome, il peut y avoir d'importantes conséquences sur l'évolution des espèces, évidemment. Donc si on a une duplication génique, eh bien, c'est tout à fait normal et ce n'est absolument pas rare dans l'histoire de l'évolution des êtres vivants. Par exemple, vous prenez les mammifères, il apparaît que de nombreuses espèces vont posséder plusieurs copies du gène qui vont coder, par exemple, pour l'amylase salivaire, qui va permettre une meilleure adaptation à leur régime alimentaire. Donc il y a eu une duplication, un enrichissement, duplication génique, entre parenthèses, bénéfique. Parce qu'il y a dans ce cas-là une adaptation, non seulement à l'environnement, mais là plus spécialement une adaptation à certains... Alors pourquoi je dis à l'environnement? Parce que l'enzyme amylase salivaire doit digérer tout ce qui est amidon. Si vous prenez l'amidon, c'est le substrat, le glucose par exemple c'est le produit, et bien l'amylase salivaire va biocatalyser la transformation de l'amidon en glucose. Et là, ce glucose va pouvoir aller dans l'organisme, dans les cellules, pour produire de l'énergie grâce à ce que l'on appelle la respiration cellulaire, qui est simplement une oxydation du glucose, oxydation donc avec de l'oxygène du glucose, qui produit de l'énergie. Donc au sein d'une même espèce humaine, il existe une diversité du nombre de gènes qui vont coder pour cette enzyme, et cette enzyme aura plus ou moins la même fonction, mais avec de petites variantes. Donc certains exemplaires dupliqués d'un même gène vont pouvoir subir des mutations qui seront aléatoires. Les mutations sont toujours aléatoires, et ces gènes vont devenir de plus en plus, vont se diversifier de plus en plus avec le temps, jusqu'à aboutir à certaines protéines qui vont finir par avoir d'autres fonctions que celles que l'on attendait au départ. Voilà. Donc c'est ainsi que on a des familles multigéniques qui vont se former. Des duplications suivies de mutations vont conduire à des gènes, en fait, vont produire des gènes qui seront différents, mais qui vont présenter des ressemblances au niveau des séquences, ressemblances plus ou moins importantes. Si on s'éloigne dans l'évolution, bien les différences sont de plus en plus importantes. Mais si la mutation et la duplication éventuellement s'est faite il n'y a pas très longtemps, même si on parle en termes de millions d'années, bien ça veut dire que la famille multigénique sera une jeune famille multigénique. On peut avoir des familles multigéniques qui sont beaucoup plus âgées. Donc ces duplications vont subir de mutations, vont produire un ensemble de gènes différents, mais qui vont présenter des ressemblances de séquences dues à leur origine commune. L'ancêtre commun, une protéine ancêtre commun, là on ne parle pas en termes d'organisme, l'ancêtre commun par exemple à l'homme et puis aux vaches, aux chimpanzés, aux bonobos, etc. Il y a un ancêtre commun. Mais là on parle de famille multigénique, c'est-à-dire qu'on a des gènes et on remonte dans le temps, on arrive, alors grâce à des logiciels, vous pouvez vous amuser à comparer certaines familles multigéniques au niveau du logiciel Anagène, admettons. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc on peut reconstituer l'histoire d'une famille multigénique en comparant les gènes, donc 2 à 2, qui en font partie, ou bien les protéines également, qu'ils codent évidemment, c'est-à-dire que ces gènes qui s'expriment vont donner un phénotype moléculaire suite à des mécanismes au préalable, et cette séquence d'acides aminés peut être aussi étudiée au même titre que la séquence des nucléotides de l'ADN. Donc ça veut dire que le phénotype moléculaire, cette protéine en fait qui résulte de l'expression d'un gène, peut aussi servir pour l'étude des familles multigéniques. Donc on peut considérer que plus leurs ressemblances sont grandes, plus la duplication qui leur a donné naissance évidemment est récente, et plus les différences sont importantes, et plus il faut remonter dans le temps, dans la chaîne du temps, pour voir à quel moment cette
duplication et ces mutations se sont faites. Donc, dans le génome humain, on a pu identifier de nombreuses familles multigéniques. C'est le cas des globines, des hormones hypophysaires, des opsines, donc, etc., etc. Donc il apparaît d'une part qu'une part importante de la diversité des génomes résulte de duplications accidentelles suivies de mutations. Donc là on voit bien que l'enrichissement du génome, il est bien dû à deux mécanismes qui se mettent en place de manière tout à fait naturelle et qui font que, avec le temps, eh bien, ces changements au sein du génome sont favorables ou quelquefois défavorables. Enrichissement du génome dû à la méiose qui est à l'origine de la duplication des gènes et dû d'autre part, enrichissement du génome d'autre part, dû à d'importantes conséquences sur l'évolution des espèces, du fait qu'on peut avoir des duplications de gènes, par exemple, suivies de autant de mutations différentes qui ne s'expriment pas de la même façon et qui vont enrichir en fait le génome et qui vont permettre de comprendre que cette diversification du génome, au même titre que les modifications du karyotype, eh bien, correspondent à des anomalies, des accidents génétiques de la méiose, et qu'il s'ensuit une diversification du génome plus ou moins importante. Voilà, bon, je pense que vous avez bien compris, accident génétique de la méiose et diversification des génomes. On était parti d'accidents générateurs d'une diversification de karyotypes. On était parti, on avait vu qu'il y avait des anomalies de migration des chromosomes au cours de la méiose. On a vu qu'il pouvait y avoir des translocations chromosomiques. On a vu qu'il pouvait y avoir également des fusions chromosomiques. Et que dans le cas de mécanismes génétiques qui enrichissent les génomes, on pouvait avoir un mécanisme qui multiplie les gènes. On pouvait avoir des mécanismes correspondant à des gènes apparentés qui se différencient au cours du temps. Et on pouvait avoir également de nouveaux gènes qui apparaissaient et qui conféraient de nouvelles fonctions. De nouvelles fonctions au niveau de l'organisme qui en bénéficiait. Donc, accident génétique de la méiose et diversification des génomes, on a bien compris. Le cours est terminé. Merci.